Donc bonsoir à tous et bon, on va démarrer là. Il y a pas mal de personnes connectées. Neil est avec nous ce soir et donc nous allons vous parler de l'écran au cœur de l'édition photo et vidéo. Ça c'est un des points qui peut intéresser certains. D'abord, je vais vous présenter Neil. Donc Neil Snape est photographe professionnel. Il est aussi enseignant et à ce titre, il a l'habitude de montrer son processus, la manière de travailler. Ses spécialités sont autour de la photographie de luxe, de portrait, de beauté, fashion, et il a plusieurs cordes à son arc, on va dire. Et ce soir, je suis très content qu'il puisse nous rejoindre pour nous parler de sa manière de travailler, la manière dont le webinaire va se dérouler, un peu comme les fois précédentes, si vous avez déjà été avec nous dans d'autres webinaires. Il y aura dans un premier temps une présentation par Neil. Ensuite, je vous parlerai des offres spéciales qui sont proposées par notre partenaire Graphique Réseau. Et nous passerons dans un troisième temps à une session questions-réponses. Donc sans tarder, je passe la parole à Neil. Bonsoir à tous, je m'appelle Neil Snape, comme Hervé a dit, je suis photographe formateur et spécialiste dans les couleurs. Donc, je suis consultant de couleurs et j'adore partager mes expériences, ce que j'ai appris tout au long de ce très long parcours qui a commencé en 2000 avec des anciens écrans, avec des périphériques pour mesurer les couleurs très rigolotes comme ce qu'on appelle le Colortron, plein de choses. Et on est là aujourd'hui et tout est beaucoup plus facile à travailler les couleurs. Et surtout, le plus important, c'est un bon écran qui est bien calibré, où on peut faire confiance dans les couleurs qui sont présentées sur l'écran et comment on peut faire d'autres réglages pour d'autres supports. Par exemple, si on fait vidéo, on peut faire plein de réglages dans le moniteur, dans la palette master pour faire les calibrations. Pour chaque utilisation, il y a un jeu de réglage spécifique. Donc, ce soir, on va regarder comment je travaille, comment je fais édition des images, mais aussi, je vais présenter juste un tout petit survol sur comment on fait calibration pour les couleurs en DaVinci Resolve, qui est une application qui fait montage, qui est gratuit, et avec les charts Calibrate Color Checker. Donc, c'est très facile. Je vais vous montrer ça. J'espère bien que vous allez poser plein de questions, comment je travaille ou comment vous pouvez travailler davantage avec des couleurs, de belles couleurs, de rendu des tonalités importantes, les gammes de gris, ce que apporte un bon moniteur quand on travaille. Donc, je crois qu'on va commencer. Alors Neil, peut-être que par rapport à ce que tu disais, en guise d'introduction, tu pourrais nous expliquer comment tu différencies un écran grand public, oui, un écran comme l'iMac, donc là on est sur un iMac ici, et quelle différence tu vois avec un écran comme le BenQ SW321C qu'on a ici? C'est une très bonne question. J'ai fait le choix d'un iMac parce que c'est tout en un, c'est un ordinateur puissant avec un écran qui est vraiment pas mal. Donc c'est 5K, mais c'est pas idéal pour faire l'édition d'images. À ce jour, je préférais d'avoir un MacBook, un M1 ou M1 Pro, ou même si c'était un PC, parce que avec des écrans, on peut compter sur les couleurs sur un BenQ, mais pas autant sur un iMac. Mais imaginez-vous sur un écran de grand public,
on ne peut pas compter du tout sur les couleurs. Donc, c'est très important des qualités d'écran et ça dure très longtemps, au moins 5 ans, entre 5 ans et 10 ans. Donc, un bon écran, c'est un bon investissement pour toutes vos images, y compris vidéo, comme les photos. Donc, je trouve que c'est très important de faire le choix d'un bon écran au départ. C'est un outil. Le iMac est un outil, mais c'est un ordinateur. Donc, je n'ai pas fait le choix de iMac pour l'écran, mais j'ai fait le choix de iMac parce qu'il y a un ordinateur puissant dedans. Mais ces jours, si je prends un nouveau ordinateur, je préfère le prendre un plus petit et avec ça, je branche le MacBook sur le BenQ. OK. Je crois que tout était déjà dit. Donc, je suis avec BenQ, ambassadeur de BenQ et aussi avec X-Write, donc c'est Calibrite. Je fais des formations, des leçons privées. Je loue mon studio aussi. Je fais des commandes de photos comme produits de luxe, de vin, des portraits, etc. Donc, on va commencer là et on passe déjà, je voulais juste remercier certaines personnes donc, sur l'écran. Château Nanville, où j'ai fait des photos de présentation pour ce webinaire. Donc, tout est noté là. Et Edgar Daly, qui est un grand ami amateur de photo, qui a tout fait pour ces photos au château. Il y a des modèles et aussi d'autres personnes. On va passer dans le plus important, on va passer en Lightroom. Donc, j'espère que vous pouvez bien voir l'écran. Donc, je vais partager l'écran. Donc, comment je travaille en mes images? Donc, je fais une toute petite sélection des images et on va traiter, je ne sais pas lequel. Donc, j'ai déjà fait imprimer 2 tirages. On va parler de ça plus tard. Mais on va sélectionner une image et on va regarder comment ça se fait. Donc, l'image qu'on a fait pour la présentation, travailler. Donc, il y a cette image qui est, en fait, ça c'est un RAW, mais c'est bien travaillé en Lightroom. Donc, tout a été fait en Lightroom. J'ai fait très peu de choses en Photoshop. Je préfère de travailler sur le RAW en Lightroom et je peux modifier ça comme je veux et quand je veux. Donc, je fais des retours dans 3 ans. Je peux retravailler les mêmes images. Photoshop, c'est déjà fait. Donc, tu peux recommencer une image, mais c'est pas la même chose que sur un RAW. Donc, ça, c'est l'image en Photoshop et ça, c'est RAW. Donc, je vais sélectionner les deux et je vais vous montrer qu'il y a très peu de différence parce qu'il y a très peu de choses quand tout est déjà fait en Lightroom. Donc, j'ai une préférence de faire tout ce que je peux faire en Lightroom ou en Capture One, mais je travaille essentiellement en Lightroom parce que je trouve que c'est plus pur de travailler et c'est plus rapide de travailler en Lightroom que d'ouvrir chaque image en Photoshop. En Lightroom, on peut appliquer le même réglage sur plusieurs images à la fois. Donc, il y a beaucoup de sens de faire ça. Je retourne sur le grid et on va sélectionner une image. Donc, ça, c'est la même image, mais sans rien. Donc, on va vite fait juste regarder comment je travaille. Donc, je prends une image. J'appuie sur le module développement et je commence de regarder l'image. Je dis, bon, c'est bien, c'est joli, c'est une belle image. Donc, j'ai déjà sélectionné cette image, mais je crois que ça va être peut-être meilleur si c'est un peu plus chaud. Donc, je prends la température, je glisse ça. Et on peut dire c'est un peu jaune, mais peu importe. Donc, si c'est un peu trop jaune, on peut rajouter dans le teinte. Le teinte,
ça joue sur, essentiellement, c'est la balance de blanc. Donc, je vais faire plus chaud. Je vais augmenter l'exposition. Je fais chacun de ces menus. Je suis la logique de Adobe et je change ça. Je vais passer plus tard en couleur. Donc, je fais, essentiellement, je fais temperature, teinte, exposition, contraste. Avec Canon, je faisais un peu, pas souvent, mais avec Sony, je trouve un peu plus. Haute lumière, donc ça va jouer essentiellement sur la fenêtre qui est là. Donc, je vais baisser ça un peu. Et des blancs, je peux monter, diminuer. Le noir, je ne touche pas. Présence, donc ça c'est texture, clarté, déhaze. Je fais ça pas pour le moment. Vibrance et saturation, donc je peux désaturer juste un peu. Plus jaune. Tout va bien. Si je pense que ça c'est, je suis pas vraiment sûr, je peux faire un petit snapshot. Donc ça prend tout ce que j'ai fait et ça enregistre une petite version de ça. Je peux revenir à n'importe quel moment vers cette version que je fais. Donc, je passe en couleur et le mien, je fais en couleur avec toutes les couleurs montées à la fois. Donc, je trouve le rouge qui est sur l'oreille, qui est là, juste en glissant la luminance. Non, ça c'est ma façon de faire. À chacun sa technique. Mais moi, je trouve ça c'est rapide. Donc, je sais, il y a un peu de rouge sur l'oreille et c'est un peu saturé. Donc, je vais descendre juste un peu. Et je peux faire un peu plus orange que magenta. Les jaunes, orange. Donc, ça, je veux un peu plus clair. Je monte ça, mais je laisse la couleur identique, jaune. Donc, il y a beaucoup de jaune. J'éclaircis un peu. Vert, il n'y a pas vraiment. Et toutes les autres couleurs sont bonnes. Bon. Qu'est-ce que je ferai d'autre? Je vais faire color grade. Donc, je vais rajouter juste un petit peu de voilage de couleur. Donc, quand saturation c'est 0, ça ne change rien parce qu'il n'y a pas de saturation. Pardon. Je vais couper juste le son. OK. Donc, quand il n'y a pas de saturation dans color grade, ça ne rajoute rien. Donc, là, je monte beaucoup de voir la couleur et je vais dire que je veux juste un peu plus de orange, juste là, et je vais réduire la saturation jusque c'est juste, je vais rajouter juste une touche. Parfait. Dans la haute lumière, je vais faire un peu plus bleuté, donc même chose. Je glisse un peu plus bleuté et je réduis beaucoup. Et peut-être je vais juste changer de balance. Et ça, c'est bon. Donc, je fais encore un petit snapshot et c'est bon. On peut faire juste quelques pinceaux de couleur. Donc, je vais faire exposition et je vais faire un clic et un clic avec majuscule, avec ça, contrainte ça à ligne droite. Et là, il montre ce que j'ai. Non, je vais enlever ça et je vais faire un peu plus d'exposition. Et vous voyez, il y a un petit rayon de lumière. Donc, je vais réduire mon pinceau. Je vais cliquer là avec majuscule. J'ai fait un deuxième. Et voilà le procédé que j'utilise. Je ne me vois pas parce qu'il y a un petit truc là. Là, c'est le procédé que j'utilise pour toutes mes images. Je fais au moins une image par jour. Je reviens sur les mêmes images plusieurs fois. Je fais des virtual copies, je fais en noir et blanc, je fais comme je le sens. Si c'est pour un client, il faut respecter les couleurs souhaitées par le client. Donc, je fais le lookbook et per mode. Donc là, je interviens avec un
color checker chart. C'est une charte de couleurs donc, qui vérifie les couleurs, le maximum de potentiel des capteurs dans les appareils. Donc, en fait, ce que se fait, la charte, se fait aligner ça marche. Ah, c'est bon. Donc, ça, c'est plus le micro. Donc, ça c'est bien. Bon. Ah, peut-être la batterie. Désolé. Bon. Je recommence. Quand on fait les projets, les jobs pour les clients, donc il faut respecter des couleurs. Et quand pour gagner à gagner de temps dans le flux de travail, c'est en fait utiliser un color checker, une charte de couleurs qui va éliminer au maximum possible les couleurs. Avec ça, toutes les couleurs dans cette même série sont consistantes. Donc, on fait une photo de la charte dans les mêmes conditions, donc objectif, boîtier, lumière, et avec une, ça suffit pour faire un profil de couleur et ça aligne très très bien les couleurs. Donc c'est pas de faire devenir les couleurs, mais en fait c'est les vraies couleurs, maximum possible. Donc c'est ça qui aide beaucoup dans le procédé de faire flux de travail professionnel de couleurs. Mais l'importance d'utiliser une charte, c'est pas de ne pas pouvoir regarder les couleurs sur l'écran. Donc, c'est très important d'avoir un bon écran qu'on peut calibrer les couleurs parce que la charte ne peut que montrer les couleurs qui sont affichées. C'est ça l'importance d'un BenQ monitor. Donc, je fais confiance que les couleurs sont bien. Mais ce n'est pas seulement ça. Ce qu'on peut faire, dommage que je n'ai pas fait. Si, ce que tu dis, ce qui est important, c'est que pour avoir un environnement où on peut piloter des couleurs de manière précise, la condition, c'est d'avoir un bon écran dans lequel tu as confiance. Et dans un deuxième temps, ça va te permettre le travail sur les couleurs, l'utilisation de chartes de manière précise. Mais il y a une condition à ça, il faut avoir un écran qui soit bien calibré. Et puis, si possible, un écran de qualité professionnelle, comme tu nous l'as montré, avec une dalle mat, ici sur le BenQ, un écran qui a une gamme de couleurs qui couvre Adobe RVB 98. Ça va nous permettre de simuler des tirages. On verra ça plus tard. Je sais que Neil nous a préparé ça. Et ça permet aussi de préparer tout son travail pour livrer de manière à ce que le client soit satisfait. Si ton écran était grand public, s'il était trop lumineux et trop bleu, quel genre d'erreur tu pourrais faire? Avec des écrans, même iMac, il y a toujours la question de graduation de ton. Par exemple, je peux changer ici, cette photo, j'ai beaucoup travaillé les couleurs sur l'écran, mais avec l'iMac, il y a des contours. Donc, les contours sont, en anglais, on dit banding. Il y a des contours parce que le niveau de flux de couleurs ne sont pas aussi importants que sur le BenQ. BenQ, il travaille sur 12 bits et 14 bits en entrant. Il ne marche plus. Non, c'est juste ça. Donc, BenQ a beaucoup plus de pouvoir.
a beaucoup plus de pouvoir à montrer de bonnes couleurs sans avoir les... bon, je recommence. Il y aura des contours qui sont très lisses. Donc, la diffusion de couleurs sont extrêmement précises et fluides. Avec un iMac qui est déjà un très bon écran, il y a toujours des petits contours, donc des étapes de couleurs qui changent, mais qui n'existent pas dans les vraies images. Donc, c'est ça que BenQ propose, c'est un écran qui vous offre la possibilité de voir des vraies couleurs dans l'image, soit vidéo, soit photo. Et ça n'existe pas dans les écrans de grand public, même avec des bons écrans de iMac, c'est pas aussi précis qu'avec BenQ. Donc, je fais complètement confiance dans l'écran BenQ. C'est ta référence du coup. Oui. Merci. Donc, ce qu'on peut faire de plus, donc quand on fait un vrai travail de couleur, donc on revient sur l'image qui était finie, ou on change l'image. L'avantage, c'est que on peut présenter cette image ou on peut envoyer l'image pour plusieurs destinations. L'un des plus grands avantages avec BenQ, c'est qu'on peut faire plusieurs calibrations pour chaque destination spécifique de couleur. Donc, si c'est pour un display, donc dans le magasin qui font vidéo, on peut faire présenter les bonnes couleurs en destination et voir exactement les couleurs que ça va produire pour la destination. On peut faire pour tirage aussi, de Beaux-Arts ou juste pour le client. On peut faire pour web ou aussi d'autres supports. Donc, tout est dans le réglage de moniteur et avec BenQ, on a plusieurs possibilités. Oui, ça c'est un petit, je sais pas, je vais tirer. C'est ça que j'adore. Il s'appelle ça Hotkey Puck. C'est presque un hockey puck. Je suis canadien. Hein. Et ça, j'utilise tous mes réglages. Donc ça, si je clique là, j'ai un réglage pour web. Si je clique sur, j'ai réglé ce deuxième sur un réglage vidéo avec 709. Et je fais un troisième, et on va parler de ça un peu plus tard, mais ça c'est un réglage qui est beaucoup plus foncé, mais c'est D55 à 80 candela qui est fait pour faire prévisualisation des tirages par rapport à l'écran. Donc ça, je peux prévoir comment un tirage va apparaître quand c'est imprimé chez Picto ou chez Swap, par exemple. Un grand avantage. Donc j'aime ça. On peut faire la même chose avec des boutons, mais une fois on a essayé ça, on ne revient jamais plus d'appuyer sur le bouton. Donc, ce que tu as fait, c'est que tu as créé 3 profils séparés. Un qui permet de simuler à l'écran la sortie web, oui. Un qui permet de simuler une sortie papier, et un troisième réglage qui est un preset qui te permet de simuler un travail en vidéo. Et juste pour l'audience qui nous suit, ce qui est génial, c'est que dans le petit outil que vous avez ici, Neil il les a préprogrammés, tout simplement 1, 2, 3. Donc on peut appeler le profil d'un seul clic. Donc oui, il faut d'abord faire le profil aux petits oignons, comme je suis sûr qu'il l'a fait. Par contre, une fois que c'est fait, c'est génial, quoi. Le temps gagné est non négligeable. Par exemple, quand on fait une photo, je vais essayer. Ça, c'est pas forcément le plus coloré, cette image. Mais quand on fait une image qui était captée, ça c'est un Canon, mais peu importe. Des fois, il y a beaucoup plus de couleurs dans l'image qui pourrait être reproduit en web. Parce que le web, il utilise, c'est un espace colorimétrique qui est réduit. Donc, ça serre les couleurs, ça écrase les couleurs, ça prend toutes vos couleurs, jolies couleurs, et ça écrase. Comment on peut prévoir comment ça va apparaître sur web? C'est tout simplement avec BenQ.
j'aurais pu régler un de ces boutons sur sRGB, mais j'ai fait ça. Je sais faire. Je fais une bêtise là. Non, on peut régler ça sur sRGB ou MacBook. On peut reproduire exactement la même couleur que vos MacBook ou Asus sur l'écran, mais ça c'est MBook, donc MacBook. Display P3, ça c'est iPhone et d'autres périphériques, où je peux passer n'importe quel espace colorimétrique qui est dans la liste. Donc ça c'est sRGB et avec ce petit contrôle, je peux prévoir déjà la perte de couleur ou comment ça va apparaître sur l'écran, sur le web, sur un téléphone, etc. Donc c'est vraiment un moniteur, c'est un bon investissement parce que toutes nos valeurs dans l'image, quel que soit le domaine, c'est paysage, c'est nature, c'est mode, mais les vraies valeurs dans l'image, les vraies valeurs de couleur aussi, ça existe, mais il faut afficher les bonnes couleurs. Donc ça, c'est un bon investissement et vraiment, je vous conseille de commencer avec ça parce qu'on change les appareils photo tous les ans, les objectifs, les applications, etc. Mais l'écran, ça reste avec nous. Et c'est un vrai plaisir de travailler avec mon écran, je vous jure. OK, on était où? Peut-être que tu remontres le travail sur une autre photo et puis ensuite, comment tu fais pour simuler l'impression? Oui, OK. Il me demandait, on va trouver, oui, ça. Peut-être ça c'est plus joli, oui. OK, on peut faire, Lightroom c'est génial aussi, moi j'aime bien, on peut faire une copie de ça sans toucher de l'original. C'est ça que Lightroom est génial parce que ça n'écrase jamais un RAW. Donc là c'est de l'image, je vais revenir parce que en couleur, la vraie couleur que j'adore. Donc ces couleurs, oui, le rouge dans cette robe ne peut pas être affiché sur web. Donc il y aura une perte de couleur, mais peu importe. Mais je vais faire en noir et blanc cette fois-ci. Donc très facile, on appuie sur V. V c'est noir et blanc. Et je commence en haut de liste. Et là, ce que je trouve le plus important en noir et blanc, c'est de jouer beaucoup avec température et teinte. Donc ça, je vais trouver quelque chose que j'aime. Et je sais que je regarde sur iMac, mais en fait, de visualisation et contrôle final, pour moi, c'est toujours sur le BenQ, pas sur l'iMac. Donc, je trouve ça intéressant. Je vais basculer de teinte et je ne sais pas si vous pouvez voir sur vos écrans, mais ça change beaucoup et rapidement. Donc, je cherche le vie dans la personne, quand le pose, ça brille, il y a quelque chose de magie dans la photographie qui existe et on peut modifier ça. Mais il faut faire ça avec confiance sur l'écran parce que c'est que ça qu'on voit. Donc ça, en noir et blanc, je ne change pas autant les autres paramètres, peut-être juste légèrement l'exposition, contraste pas souvent, parce que ça, je l'avais fait déjà avec température et teinte. Highlights peut-être un peu. Bon, non. Mais là, c'est vraiment le terrain à jeu. Donc, vous voyez la différence quand on bascule le rouge, parce qu'il y a beaucoup de rouge là. Donc, je peux changer ça comme je veux. Mais c'est ça la joie dans la photographie de retravailler les images. On fait confiance. Moi, j'aime bien faire ça tous les jours. J'aime bien prendre l'image et retravailler, voir l'interprétation. Chaque jour, ça change. Donc,
Le rouge a changé beaucoup, donc j'imagine violet, non, même pas. Et donc, si je pense que ça c'est bon, je reviens là et je fais juste un petit réglage. Et je vais faire juste avec un pinceau très vite, parce que j'utilise des pinceaux souvent. Je vais faire changer d'exposition juste un peu sur son visage. Ça, c'est Wafa Ami, très bon photographe et belle femme aussi. Donc voilà, j'ai fait ça. Et souvent, mon petit truc aussi, je vais vous montrer, c'est secret, mais bon, je vous le donne. Donc, j'ai un petit preset pour éclaircir les yeux. Et je vais faire ça rapidement. Et c'est juste un peu plus intense. Et voilà, si j'aime bien ça, je peux faire aussi, je vais rajouter un autre. C'est pas, ce webinaire n'est pas fait pour toutes les éditions comme je fais. Sur mon YouTube channel, il y en a et j'en ai déjà fait avec BenQ avant. Et donc ça c'est plutôt pas mal. Je vais juste rajouter un peu plus. Comment on travaille les textures, ça c'est tout. Ce sont des presets que j'ai déjà pré-réglés. J'ai essentiellement 3 ou 4 pré-réglages. C'est éclaircir juste un peu non, c'est lissage de peau pour les cheveux et pour les yeux, c'est tout. Et je fais ça à chaque image. C'est très rapide. Hein. Normalement, c'est 4-5 minutes par image. Donc, je trouve ça pas mal. Peut-être une de plus parce que le bas, c'est où je peux faire ça aussi. Ça, je vais faire changer ça en expo. Et on est presque bon. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire dans une image. Bon, créer des images, c'est chouette, mais les images qu'on shoot, on a tout ça sur un disque dur. Donc, il faut chercher dans les images, retravailler les images. Comment on pense, le plus qu'on apprend aussi, le plus que savoir qu'on a, le plus qu'on peut rééditer des images. Donc, c'est la même chose, on veut dire. Voilà. Tu nous montres de cette série une des images que tu as ensuite imprimées. Ah, ok. Comment l'écran joue justement un rôle aussi dans la simulation du tirage. Exactement. Donc, ça, c'est sa vérité. Et il y a l'autre qui était là. Oh, tu peux mettre les deux. Ouais, je vais mettre les deux. C'est ça, c'est ça. Ça, donc, j'ai fait ces deux images. Donc, vous voyez sur l'écran, bon, ça c'est pas dans le mode développement, mais si je fais développement, je peux faire aussi. Donc, je vais faire un par un. Donc, je vais en grid. Pourquoi pas ça? Non. En fait, ça c'est plus difficile. Donc, je fais développement. Donc, en bas, éprouvage de, en français, c'est software éprouvage oui, de format d'épreuve. Format d'épreuve. OK. Ensuite, donc là, on est dans Lightroom. Hein. Oui, moi, je te ça disais, c'est Lightroom. dans Photoshop, c'est format d'épreuve, personnalisé, et on va appeler le profil d'impression. Et là, tu n'as pas imprimé sur n'importe quel papier. Tu as imprimé sur quel papier? Sur Hahnemühle PhotoRag, donc c'est 308 grammes. Et juste une petite note pour Graphic Reso. Graphic Reso, j'avais toujours acheté tout ce qu'il me faut en papier chez eux. Ils ont une sélection énorme, jusqu'à le point que moi, je dépense des heures en cherchant certains papiers. Donc, tout ce qui concerne l'impression, Graphic Reso, vos amis. Donc, tout ce qu'il y a à faire en Lightroom, c'est pas aussi bien que ce que je peux faire avec BenQ, mais c'est approximatif.
on coche l'approuvage hein, et simulation de papier et encre. C'est assez moche quand on clique là et on prend le profil, ce qu'on a imprimé. Donc, je cherche. Non, je cherche dans mon. Désolé. Il était coché l'autre jour, mais il fallait que je passe parce qu'il y a maintenant il y a un petit bug avec Apple. Ils ont fait des mises à jour avec Big Sur. Tous les profils ICC version 4 ne marchent plus. Donc, ils sont manquants, sauf ils sont visibles en Photoshop, mais pas Lightroom. Bizarre ça. Bon, OK. Donc, ça, c'est des bons profils. Je ne sais pas si Hervé peut montrer le tirage. Bien sûr. Qui est là. Donc ici, on a le profil qui est simulé sur l'écran BenQ. Oui. Et le tirage, ça c'est la main, qui est ici. Voilà. Dans une petite boîte à lumière. Mais on peut tout ce qui est dans le rouge, dans la transition, dans la couleur, dans la densité, c'est assez proche de... oui. Ça, c'est difficile parce qu'il y a oui, je sais. la source de lumière est différente. Donc, je ne peux pas montrer comme ça. Non, bon. On vous montre ici. Voilà. J'ai remis. OK. Donc, ça, c'est une façon. Mais en tout cas, un des points importants, c'est qu'on peut, à l'écran, simuler la sortie papier. Comme l'écran n'est pas brillant, mais qu'il est mat, ça donne une bonne idée de ce que ça va donner au tirage. C'est important quand même. Oui. Et ça évite de gâcher et de faire plusieurs tirages avant d'avoir le bon. Je coche, je décoche, je coche, je décoche. Donc, vous voyez la différence entre les densités, les couleurs, ça devient moche, mais c'est une rouge brillant qui est imprimée sur un papier mat. Donc, il y a certainement une perte dans certaines couleurs. Donc, ça, c'est une couleur qui fait ça. En tout cas, tu peux voir l'écart entre le RAW, à la limite, oui. On va dire retravaillé, et dans une idée. Comment il va s'interpréter à l'impression papier. Mais ça, c'est le mieux que Adobe peut faire sur un écran normal. BenQ, regardez ça. Je vais utiliser mon preset 3 qui est fait pour l'impression, qui est D55. Et donc, ça baisse la luminosité pour faire une comparaison entre ce qui est imprimé et ce qui est sur l'écran. Mais on ne va pas rester là parce que ça change que les caractéristiques plus moins de luminosité et la température de couleur plus bas que ce qui est sur web. Mais on va passer en Photoshop avec oui, Photoshop, il est déjà là. Et donc, il est là. Et si j'ai tout bien fait, ceci. Donc là, on est sur Photoshop, format d'épreuve, personnalisé. On vient chercher le profil du papier et en perceptuel, rendu, perceptuel et black point composition et simulation de la couleur du papier, puisque le papier n'est jamais parfaitement blanc. Et bon, on va regarder cet écran. Et je vais basculer entre les deux. Donc, ça c'est simulation. Ça c'est sans simulation. Vous ne voyez pas forcément sur vos écrans l'écart, mais je peux vous dire que c'est assez impressionnant et ça permet de voir les écarts justement. Qu'est-ce qu'on risque de perdre à l'impression? Donc, on va pouvoir éventuellement modifier un petit peu notre image de départ pour que l'impression se passe bien. Exactement. Parce que, OK, on peut revenir sur... Non, c'est presque impossible de montrer ça sur une vidéo YouTube ou ailleurs. Mais
je vous jure que quand on fait une bonne calibration, donc moi j'utilise le Calibrate Display Pro parce que c'est plus rapide, avec l'application qui est propriétaire, mais gratuite, avec BenQ. Donc j'ai très bonne calibration qui est très facile à faire. Et j'ai presque exactement la même couleur sur l'écran de BenQ que ce que je trouve en impression. Ouais. Bon, ça, je peux vous montrer. J'en ai un en haut, mais c'est ce que je peux. On peut calibrer n'importe quel écran avec ça. Donc, bien sûr que l'iMac est calibré avec le même device. Mais BenQ, il y a beaucoup plus d'ondes. Donc, toutes les calibrations sont faites dans l'électronique, dans le moniteur, et le flux de travail, ce qui est envoyé par l'ordinateur, n'est pas touché. Donc, en fait, il est idem. Donc, c'est l'écran qui fait tout le travail de tous ces espaces colorimétriques. Et ça, c'est vraiment unique avec BenQ. Comment tu travailles avec plusieurs espaces à la fois. On peut faire deux écrans, deux panneaux, deux couleurs différentes, espaces colorimétriques. Donc, il y a énormément de choses avec ces moniteurs. Mais ce webinaire, c'est juste de vous montrer la polyvalence de ces écrans, ce qu'on peut faire. On peut faire les tirages avec exactement la même coordination des couleurs que avec web, avec n'importe quelle destination. Donc, tout est possible et nos images méritent cet avantage. Voilà pour le tirage. Le seul point que je voulais dire, c'est que je crois qu'il y a une question par rapport à ça, donc on va essayer. Alors, on vous a préparé un petit sondage et on va voir ce que vous en pensez. Donc, ici, je vais vous envoyer un sondage. On verra comment vous répondez et puis ensuite, je partagerai avec vous les résultats de ce sondage. Donc, on va imaginer que vos tirages sont trop sombres, plus sombres que le fichier à l'écran. À votre avis, pourquoi? Vous avez un petit peu de temps, allez-y, pour répondre. Donc vous pouvez cocher parmi les différentes options. D'après vous, c'est la faute de votre appareil photo, ou bien alors c'est le labo de tirage qui est mal réglé, ou bien est-ce que c'est votre écran qui est trop lumineux, il faudrait le calibrer, ou est-ce que c'est tout simplement l'imprimante qui est passée de l'autre côté de la force? Voilà. Il y a encore des personnes qui votent, donc j'attends un tout petit peu et on va partager les résultats. C'est vraiment une très bonne question. C'est une question qui est vraiment énervante pour les photographes parce que quand on passe en impression, on se demande qu'est-ce qui s'est passé avec nos tirages. Est-ce que c'est le labo? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est l'appareil photo? Est-ce que c'est l'écran? Je pense qu'ils suivent. 98% des réponses. Bravo à vous. Sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui ont participé à ce petit sondage. Donc, contrairement à ce que certains débutants pourraient croire, visiblement, vous n'en êtes pas. Ce n'est pas la faute de l'appareil photo, c'est pas parce que l'imprimante est mal réglée. Très souvent, le problème vient d'un écran qui lui-même est trop lumineux. Et le calibrer, c'est un des paramètres qui va être optimisé. Exactement. Donc, ne soyez pas surpris si vos tirages ils semblent un peu plus foncés. Donc, il faut vraiment baisser beaucoup de luminosité dans les écrans. Même si vous n'avez pas un BenQ, c'est la même chose. Il faut baisser. Mais avec BenQ, ce qu'on peut faire sans changer rien dans le système, c'est de faire une calibration pour l'impression. Juste comme si on fait vidéo, on peut faire une calibration pour vidéo. N'importe quel support, tout est possible. C'est bon. Donc, moi, je fais des... Je vais juste interrompre une seconde parce qu'il y avait une question. Certaines personnes m'ont demandé, quand on veut changer de profil, il faut redémarrer Lightroom.
Pas du tout, puisqu'ici, on parle de profils qui sont faits par un calibrage hardware. Donc, l'écran, quelle que soit l'application en cours, vous pouvez être dans Photoshop, dans Lightroom, dans Capture One, il va simplement vous remettre dans les conditions de calibrage que vous avez définies. Et donc, vous pouvez avoir le même écran et d'un seul clic, vous passez d'une simulation de la sortie web pour préparer vos fichiers sur Instagram. Clic, vous allez passer sur la simulation impression papier pour que vos tirages soient très proches du résultat. Et le troisième réglage que Neil a fait, c'est ce qu'il va vous montrer maintenant, c'est une simulation pour montrer bien ce que ça va donner dans un environnement pour faire de la production vidéo. Ok, ah bien. Mais ça, c'était une très bonne question parce que c'est difficile à comprendre exactement qu'est-ce que le système fait avec tous ces profils ICC. Il y a une liste tellement longue avec ces profils. En fait, l'écran, donc lui, il a son propre profil. Mais ça, c'est le monde de couleurs que vous prévoyez. Il y a les appareils photo. Il n'y a pas vraiment un profil avec ces écrans. Donc, il y a un monde de couleurs, mais il est interpellé par le système. Donc, il envoie ceux qui pensent que la couleur existe dans le fichier, et tout est numérique, vers l'écran. Mais l'écran est temporaire parce que ce n'est pas la destination finale. Destination finale, ça pourrait être une impression, web, etc. Donc, il y a plusieurs espaces colorimétriques où le système y travaille. Mais l'avantage avec les écrans qui sont calibrés avec un calibrage hardware. Oui, calibrage hardware. En fait, tout est fait dans le moniteur. Rien à voir avec le système. Le système, il ne sait pas ce qu'il fait le moniteur. Le moniteur, il fait ça plus meilleur, plus de précision que le système. Donc, ça, c'est un grand avantage que c'est agnostique. Il ne sait pas ce que l'autre fait. Il envoie en plein fouet le flux de couleurs en numérique. Avec ça, avec le BenQ, on peut changer le profil de couleur et sans changer de profil dans le système. Donc, il ne faut pas chercher. En fait, le profil qui existe après qu'on a fait calibrage avec BenQ, en fait, il ne change presque rien. Donc, il y a un profil, mais il ne change rien. Donc, ce n'est pas comme un iMac. iMac, si on veut changer de couleur, il faut revenir faire un autre calibrage, il faut chercher le profil, changer la luminosité. Avec BenQ, c'est une touche d'un bouton. Alors, beaucoup de questions sur la différence entre EIZO et BenQ. Du coup, je vais aborder ce sujet. Neil utilise BenQ au quotidien. C'est vrai que le calibrage hardware, vous allez aussi le trouver sur des écrans d'autres marques, comme EIZO par exemple. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de vous montrer que dans les écrans professionnels, il y a effectivement des solutions ISO si vous avez le budget, mais si vous êtes un petit peu plus serré, si vous cherchez quelque chose d'un petit peu plus abordable, on a sur les écrans BenQ quasiment toutes les qualités qu'on pourrait avoir sur un écran professionnel comme un ISO, dans un budget qui est souvent un petit peu plus abordable. En plus de ça, on vous a montré quand même des choses que vous n'avez pas sur un ISO, comme cette petite télécommande filaire, qui a l'air de rien, mais qui simplifie la vie de beaucoup de photographes. Et puis ici, on est sur un 32 pouces, donc plusieurs personnes ont demandé pourquoi vous montrez le 32 pouces et pas un 27 pouces. Ben, le 32 pouces, regardez ici, il est en configuration post-prod vidéo, donc il travaille sur les deux écrans, il y en a partout. Pourquoi? Ben, parce que en vidéo, on a besoin de beaucoup d'outils. Beaucoup d'espace. Donc, on a ici un outil de chromaticité, un vector scope, le waveform, la parade RGB, et puis les simulations des séquences avec, vous voyez ici, les différents nodes dans DaVinci Resolve. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore des pros de la vidéo, sachez que les choses qui étaient quasiment impossibles à faire chez soi il y a encore 10 ans, aujourd'hui sont accessibles pour un photographe chevronné, je ne dirais pas un débutant complet. Et si vous travaillez déjà très bien
votre cadrage, votre image, la couleur, bah, il faudra faire un petit effort parce qu'il faut rajouter quand même la gestion du son, tout le travail sur le temps, hein, la temporalité, et puis ce qui s'appelle aussi le color grading pour la vidéo. Mais il y a plein de choses que vous saurez déjà faire. Et donc là, ce que je voulais vous montrer, Neil, c'est le même écran, parce que c'est aussi un 32 pouces, hein, donc il y a beaucoup de surface d'affichage, il va lui permettre de faire un travail en vidéo. Donc là, les séquences. Alors, c'est peut-être un petit peu saccadé, mais c'est pas du tout saccadé hein, sur l'écran, c'est juste la transmission à travers le web. Oui. C'est normal. OK. Donc, on commence, on fait un petit clip vidéo, mais on inclut la charte. Donc, ça c'est essentiel quand on fait vidéo, parce que quand on fait photo, stills, c'est facile, on fait en RAW, on peut modifier les couleurs comme on veut. Si on fait vidéo en RAW, il faut un budget énorme parce que l'espace sur le disque, c'est, pour la plupart des gens, on ne va pas faire. Donc, en fait, quand on commence avec vidéo, il faut approcher, il faut faire un équilibre de blanc et il faut choisir les couleurs avec précision au départ quand on fait des clips vidéo. Donc, ce qu'on fait, on rajoute, on fait un petit clip de cette charte. On peut faire aussi avec un style, c'est la même chose, mais bon, on n'a pas besoin. Et on pense que c'est trop petit, mais c'est pas trop petit. Je vais vous montrer très vite fait comment de faire color match en DaVinci Resolve et c'est gratuit, l'application c'est gratuit et c'est fantastique. Et avec n'importe quelle charte, donc ça peut être, je laisse Hervé expliquer combien de chartes on peut faire et je vais commencer de vous montrer comment on fait. Okay. Vas-y, tu voulais. Tu peux expliquer combien de chartes, Passport, SJ. Alors, il existe beaucoup de chartes différentes. Hein. Celle-ci, elle est reconnue automatiquement dans DaVinci Resolve. C'est une charte Color Checker à 24 patchs. Et en fait, Neil, là, il est en train d'utiliser ces éléments-là. Ces informations, elles sont intégrées dans Resolve. Donc, il n'y a même pas besoin de logiciel installé. Hein. C'est déjà dans le logiciel. Okay. Et ça va permettre de faire des ajustements, ce qu'on appelle le color grading, pour raconter quelque chose avec l'image. Le color grading, c'est rajouter quelque chose de narratif. Oui, donc quand on commence, on fait color correctness, donc on cherche de bonnes couleurs entre d'autres séparés, donc on peut mélanger Canon, Nikon et Sony tout ensemble si on fait une charte, parce qu'il faut faire color correction. On ne va pas appliquer les couleurs créatives, mais on cherche les couleurs correctes. OK. Comment on fait? Je ne sais pas si vous pouvez voir, parce que c'est tout petit sur l'écran, mais je vais essayer de vite fait. Donc, regardez pas. Je vais essayer. Donc, on cherche ce petit chart. C'est le même chart, c'est le même mur que X-Ray. Donc, on clique là. Et on fait le bon choix de chart. Donc, Hervé me gronder l'autre jour parce que je n'ai pas fait le bon choix. Donc, ça, c'est Color Checker Classic Legacy. Bon, ça, c'est bon. OK. Donc, on fait, là, c'est une petite pipette. Donc, on fait Color Chart. Et il faut réduire ça beaucoup, mais ça, je suis jamais doué pour faire. Donc, je vais régler ça là. On tire les petits coins. Donc, je fais ça souvent. On n'utilise pas en fait, il n'utilise que les tout petits là et pas l'autre. L'autre, on fait personnalisation quand on fait stills. Cette vidéo, c'est pour faire des ajustements créatifs. Ouais, en fait. On peut faire plus chaud. En vidéo, on s'en sert pas. Mais souvent, il y a des questions. Est-ce que je peux utiliser ces patchs d'échantillons pour faire l'équilibre? Oui. Tant qu'il y a un petit encoche, le petit arrondi, l'encoche. Ouais, il faut entrer sur ça.
Ça, c'est neutre. Donc, on peut utiliser ça aussi. Ça, c'est neutre. OK. Donc, je le montre aussi. je continue. Donc, Ouais. cette partie-là, en fait, ici, ce petit arrondi indique que ça, c'est la valeur neutre par défaut. Et du coup, vous pouvez, en portrait, on va toujours aller vers le plus chaud. Et en paysage, ça peut être soit plus froid, soit plus chaud. Ouais. Ça permet de faire des ajustements. Tant qu'il y a une encoche, c'est neutre. OK. Donc, c'est très facile. On aligne ces 4 coins. Et si le petit cible dans l'intérieur, c'est dans le milieu de couleur, il ne faut pas être vraiment très, très précis. Mais ça suffit déjà là. Peut-être un peu plus. Là. Et c'est tout aussi. Donc, on va cibler REC 709. Ça, c'est presque la même chose que sRVB. Et source et aussi sortie. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Je ne sais pas si vous allez voir, mais les couleurs, ils vont changer. Et pouf! Aussi simple que ça, de faire color correction. Entre les appareils, les objectifs, changement de lumière. Donc, je vous conseille de, si vous êtes sérieux dans la production vidéo et aussi photo, cette petite charte, c'est vraiment un grand plus contre le travail. Donc, tu peux voilà, juste nous montrer l'effet je peux décocher. Couleur et noir et blanc que tu avais fait sur une petite séquence, juste pour montrer une utilisation. Donc, ça, celle-ci, hein, je crois. Oui, ben, je vais continuer juste un peu. Ça, c'était facile de faire le color match avec le Sharp. Mais ce ne fait pas l'équilibre des blancs. Donc, je vois ça souvent sur le webinaire, les gens nous disent, en fait, le Sharp, il aligne les couleurs, mais il ne fait pas le gris. Donc, on peut utiliser une lumière qui est plus chaude, plus froide, différente. En fait, je ne vais pas expliquer. Mais il ne fait pas le blanc. Donc, je vais prendre le pipette là, en couleur, et je vais sortir là. Et je vais prendre le petit pipette, et je vais prendre, je sais pas, ce gris-là, et voilà. Donc, ça, j'ai rajouté le point blanc après que j'ai rajouté ça, et c'est presque tout ce qu'il y a à faire. Voilà. Donc, je vais faire, ça c'est, je sais pas si vous pouvez voir, mais ça c'est avec, ça c'est sans. Donc, les couleurs sont correctes avec. Et après qu'on a fait ça, donc on peut changer le contraste. Bon, je vais continuer juste un peu. Oui. Donc, je vais changer juste un peu. Contraste. Je vais voir ensemble. Ce n'est pas sur graphique. Donc, je fais juste vite fait une petite bêtise, mais de vous donner l'idée. Donc, première chose, on fait color correction, correction de couleur. Ensuite, on fait équilibre de blanc. Et ensuite, on fait ce qu'on veut faire, c'est de rajouter des couleurs. Ça, c'est créatif. Voilà. Donc, je vais vous montrer juste le clip. Bon, ça, c'est fait. Et on se commence là. Et je ne sais pas si je peux faire. Si, on la voit. Hein, si tu veux. Ah oui, oui. Donc ici, une séquence où Neil il a joué sur la couleur et ça raconte une histoire. C'est-à-dire qu'on passe de teint de chair naturel à des effets noirs et blancs, tout simplement parce qu'il a pu d'abord capturer et mesurer clairement les couleurs. Parce que si on applique des effets ou des filtres sur une vidéo sans que ce soit propre au début, ça pourrait faire des choses catastrophiques. Ici, on a quelque chose qui est assez fin, qui est sympa. Voilà. Juste un petit effet tout simple, hein, c'est un exercice. Alors, il y a pas mal de questions sur est-ce que cette séquence, ce webinaire va être partagé? Bien sûr, d'ici demain, on partagera cette session en replay, parce qu'il y a des gens qui arrivent seulement maintenant, ils étaient retenus. Eh bien, bon, on peut faire confiance dans l'écran en BenQ. C'est bien d'avoir un écran 4K si on va faire beaucoup de vidéos. Si on fait que le photo, à 2K, ça suffit largement.
et je vais vous laisser tenter de revenir sur oui, de regarder ces écrans sur les salons, Graphic Réseau, par exemple, vont vous informer de toutes les possibilités qu'ils ont en écran. OK. Alors, au niveau de BenQ, il faut quand même noter que les 27 pouces 4K et le 32 pouces 4K sont tous les deux des écrans qui sont très efficaces justement en photo et en vidéo. Donc ça, c'est une information intéressante, sachant que au niveau des budgets, bon, vous regarderez, c'est assez intéressant. Et on a une petite... j'ai oublié que position 2, j'avais fait une calibration exprès pour vidéo, mais j'ai oublié. Bon. Oui, ça, on n'en avait pas. Petit sondage très rapide. Pour vous, la pratique entre photo et vidéo, ça c'est pour nous, pour avoir un petit peu une idée de l'audience. Vous pouvez sélectionner l'une des options. Est-ce que vous faites essentiellement de la photo? Est-ce que vous faites de la photo et puis vous envisagez de faire un peu de vidéo? Ou alors vous faites de la photo et vous faites déjà quelques vidéos. Vous faites régulièrement les deux. Ou bien, est-ce que vous êtes surtout sur la vidéo et puis de temps en temps vous faites un peu de photo? Je laisse encore quelques instants le sondage. Là. Alors, je vais fermer le sondage. Ah, là, il y a encore qui votent. C'est utile, hein, faut s'entraîner à voter. Et je partage les résultats. 49% font essentiellement de la photo. Mais vous voyez, ça recoupe pas mal d'informations qu'on a. Il y a beaucoup de photographes un peu avancés comme vous qui sont tentés de faire de la vidéo, qui en ont déjà fait un peu, parce que l'équipement que vous avez, souvent votre boîtier, les écrans qu'on vient de vous montrer, un certain nombre de produits logiciels vous permettent aujourd'hui de produire des vidéos intéressantes. Oui, c'est sûr. OK. Oui, s'il te plaît. Alors, comme promis, petit break, c'est la page de publicité si vous voulez. Ça ne sera pas très long. Il ne faut pas saboter mon travail. Offre spéciale webinaire. Donc, dans le cadre de ce webinaire, avec notre partenaire Graphic Réseau, jusqu'au 7 février 2022, il y a 5% de remise complémentaire sur les écrans BenQ, qui sont déjà bien placés en prix, mais voilà, ça fait toujours 5% mieux, c'est pas mal. Je vous ai préparé un petit récap sur les conseils. Il y a d'ailleurs eu pas mal de questions là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut faire pour bien calibrer son écran? La recette est simple. On fait attention à la lumière du lieu dans lequel on se trouve. On évite toutes les couleurs vives qui pourraient être dans votre champ de vision. On va calibrer, c'est ce que tu fais, Neil, hein, une fois par mois. Oui. Après avoir attendu 20 minutes, parce qu'il faut que l'écran soit en chauffe, hein, il faut que l'électronique change de couleur. Si vous voulez, c'est comme l'écran, il faut qu'il se rôde quoi, un petit peu. Vous allez, si vous le souhaitez, démarrer à 120 candela par mètre carré à 6500 Kelvin. Ça, c'est ce que Neil utilise, par exemple, pour les photos sur Instagram. Et il vous a expliqué qu'il a séparément un autre profil à 80 candela par mètre carré et 5500 Kelvin pour préparer ces fichiers pour le tirage. C'est pour ça que je vous ai mis, vous allez ajuster en fonction de votre pratique. Ça, c'est important. Et puis, je vous ai mis une petite lampe lumière du jour. Triple intérêt du calibrage. Des couleurs meilleures sur votre écran, plus justes et moins flatteuses, parce que la majorité des écrans, grand public, hein, sont un peu trop lumineux, trop bleus. Vous allez avoir une amélioration de la durée de vie de votre matériel. Pourquoi? Parce que votre écran, une fois que vous le calibrez, il envoie moins de lumière. Et en plus, il envoie moins de lumière bleue. En fait, il chauffe moins. Vous allez moins utiliser des réglages excessifs.
C'est comme de conduire une voiture sans jamais forcer les vitesses, rouler de manière économe. Eh bien, la boîte de vitesse et le moteur va vous durer plus longtemps. C'est pareil pour un écran. Un écran bien calibré, ça augmente de 25 à 30% la durée de vie. C'est pas négligeable. Et puis, réduction de la fatigue oculaire. Je pense que comme beaucoup de photographes, si vous vous amusez à faire et l'editing, la retouche, votre travail sur vos séries, bah, vous y passez des heures. Devant un écran bien réglé, vous aurez moins mal à la tête. Si vous avez un écran qui est trop lumineux et trop bleu, bah, c'est deux paramètres qui s'accumulent et qui viennent créer une fatigue oculaire qui n'est pas nécessaire et qui en plus peut vous induire en erreur. Donc, voilà le triple intérêt du calibrage. Donc, je rappelle, l'offre c'est 5% de remise sur les écrans BenQ avant le 7 février 2022 chez Kib, chez Graphic Réseau. Il faut rentrer au moment de la commande un code BenQ5. Et maintenant, Neil, il attend vos questions. On va passer à la session questions-réponses. Avant ça, je voulais quand même vous montrer le studio de Neil. Donc, face à lui, il y a quoi? Eh ben, il y a un mur blanc. Il n'y a pas une étagère avec un Pikachu jaune fluo ou des couleurs compliquées. On est sur un environnement qui est contrôlé. Sauf le webcam. Alors là, on est sur ta webcam. Oui, c'est. Qui n'est pas Je ne calibrée. suis pas parce que aussi là, on est rose que ça. Il n'y a pas tant de soleil que ça ici. Ça, c'est mieux. Voilà. Alors, Ok. Guy, on va passer sur la session questions-réponses, justement. Oui. Alors, vas-y, toi, passe la webcam. Questions-réponses. OK. Il y a des questions, j'espère. Il y en a beaucoup. Oui, j'ai coupé mes cheveux. Je peux les voir, hein? Question? Non, Non, tu ne peux pas les voir. Je vais te les lire. Alors, est-ce que les différents profils sont rattachés à des normes? Est-ce que tu peux expliquer les profils qui, toi, te sont le plus pratiques? Et est-ce qu'ils sont liés justement à une norme? Oui, ça c'est une bonne question, bien sûr. Les écrans BenQ sont livrés à Office avec une preuve de calibration à l'usine. Donc, c'est mesuré extrêmement précisément. Et il y a toute une historique de chaque écran. Donc, chaque écran est différent. Et ça, c'est seulement s'il passe aussi les tests. Donc, moi, j'ai trouvé avec les écrans les plus récents que même sans faire calibration, ils étaient très proches de après calibration. Ce n'était pas le cas au début avec BenQ ni n'importe quel autre moniteur. Mais maintenant, je trouve que c'est pas mal. Donc, ces standards sont sRGB, qui est Standard RGB, qui est un espace réduit. Mais c'est important parce que Web fait que ça. On ne peut pas faire mieux. Rec 709, qui est dans nos moniteurs aussi, c'est presque la même chose, sauf il y a quelques tout petits changements. Donc, il y a ça. Il y a Adobe RGB, qui est très important pour le photographe parce que c'est un espace colorimétrique qui est étendu. Donc, c'est un peu plus large. Il y a beaucoup plus de vert et cyan dans cet espace. Donc, ça, c'est bien travaillé. Mais il y a d'autres espaces aussi dans la liste. Donc, il y a DCI P3, il y a MBook, il y a BT 2020, etc. Donc, il y a plein d'espaces colorimétriques dedans. Mais le plus important sont sRGB, Adobe RGB et les autres pour vidéo aussi, Rec 709. Mais
ce que je voulais dire, après calibration, en fait, donc il prend de base, tout seul, tout est automé, donc il n'y a pas de souci. C'est très, très facile de faire une calibration. La seule chose que quand je fais une calibration, je fais un choix de température de couleur. Donc, normalement, pour web et la plupart des images, on fait D65, donc 6500 Kelvin. Et ensuite, luminosité. Pour moi, ça, c'est le plus important parce que Hervé vient d'expliquer pour vos yeux et pour la longévité des moniteurs. Donc, j'ai fait un choix de 120 candela. Mais ça, c'est dans une pièce qui n'est pas, c'est bien ensoleillé ici, mais je travaille derrière un rideau. Donc, je peux me permettre de travailler avec une luminosité pareille. Donc, ça dépend de vos conditions de travail. Et une fois qu'on a fait une calibration, 2 ou 3, donc ça serait par rapport à la destination. Donc, si on travaille sur web, sur vidéo, pour tirage, et on peut changer ça quand on veut. Donc, beaucoup de personnes voulaient savoir justement, est-ce que c'est difficile de programmer ça sur la petite télécommande filaire, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut montrer? Non, pas forcément facile à montrer. Non, c'est très facile. Non, je ne veux pas parce que chaque fois que je fais une petite bêtise, non. Voilà, je vais vous montrer quand même. Oui, dessus. Parce que donc on fait controller key, on fait ça. Donc on peut changer par exemple rotation, centre volume. Donc on peut faire un choix de. Elle est programmable en fait, hein, cette petite télécommande. Donc chacun des boutons peut être. Tous les trucs sont personnalisables. Donc on peut changer comme volonté et on peut revenir. Un peu, si on fait quelque chose qu'on n'aime pas, on peut faire mise à zéro et ça revient. Donc c'est un peu, ça prend pas beaucoup de temps, mais il faut juste tasser les boutons. Oui, mais il n'y a pas besoin d'être informaticien. Hein. Je pense que c'est vraiment fait pour les photographes et les professionnels. C'est vraiment, c'est un petit bijou. J'aime beaucoup. OK, donc on était, oui, sur la question. Donc, les espaces plus importants sont sRVB, Adobe RVB et certains paramétrages pour vidéo. Mais je vous conseille de plutôt faire, si vous avez un BenQ, de faire une calibration avec un peu comme Calibrate. Okay. Alors, il y a Raphaël de Graphic Réseau qui nous indique qu'en plus des 5% de réduction, il y a 10 € de réduction pour les personnes qui achèteraient un écran BenQ et une sonde. Oh, ça c'est en plus. Ah, ça c'est bien. Oui, le son, il va durer très très longtemps et on peut l'utiliser pour n'importe quel moniteur aussi, pour vos amis, d'autres situations, mais c'est pas lié à BenQ, donc en fait on l'utilise pour plusieurs calibrations. Donc il est livré avec une application qui est très puissante aussi. Calibrate I1 Profiler, mais je sais pas s'appelle Color Checker Profiler. Color Checker Profiler. Qui va permettre de calibrer les autres écrans. Faire plein de choses. Pas mal de questions sur les candela par mètre carré. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on calibre un écran, on lui indique plusieurs paramètres. Les deux principaux, c'est la valeur du point blanc qui se calcule en Kelvin. Température de couleur. La température de couleur. Et le rétroéclairage, donc la quantité de lumière émise, qu'on appelle la luminance, qui s'exprime en candela par mètre carré. Pour vous donner une idée, candela par mètre carré, en fait, l'unité elle-même décrit quelque chose, c'est le nombre de bougies, de chandelles, de candela qui s'allument sur un mètre carré. Et certains trouvent que 120 candela par mètre carré, c'est un peu élevé pour faire de la retouche photo. Comme je disais, tout dépend de vos conditions de travail. Donc, si les retoucheurs, il y a très longtemps, quand je faisais beaucoup de pubs, les images de Hermès, Cartier étaient retouchées. Pas tout le temps par moi, mes propres soins, mais Dahinden, Picto, etc. Donc, ils travaillent dans une pièce gris et extrêmement foncée. Donc, il y a une certaine norme, ISO norme,
Et je crois que le Kendall, c'est 60, si je me rappelle correctement. Donc, c'était très foncé. Mais bon, c'est déplorable parce qu'on ne peut pas travailler dans le noir comme ça. Donc, 120 dans une pièce normale, sans soleil, est déjà bien. Sachant que beaucoup de photographes travaillent à 100 candela et que c'est vous qui allez faire les réglages qui conviennent à votre manière de travailler. Donc, il n'y a pas une règle unique. La norme ISO pour la retouche photo préconise 80 candela par mètre carré. Donc, c'est très peu lumineux. Et ça ne va être possible que dans une pièce faiblement éclairée. C'est pour ça que d'un photographe à un autre, les réglages peuvent être un petit peu différents. Ouais. Quant à la valeur en Kelvin, eh bien, faites entre 5500 et 6500, on a des résultats qui sont tout à fait corrects, avec une préférence vers 5500, certains travaillent à 6000 pour préparer les tirages papier. Mais si vous faites beaucoup de photos, par exemple de sport, de la photo sociale, vous faites des mariages, très souvent à 6500, votre écran va être un tout petit peu plus bleuté. Ça va vous faire des images un tout petit peu plus chaudes et commercialement, ça peut être un parti pris. Donc, c'est chaque photographe qui fait sa cuisine, on va dire, au niveau des réglages. Et ce qu'on vous indique, c'est d'abord de calibrer, parce que ça vous donne une base, et ensuite d'adapter par rapport à votre approche de la photographie. Je pense que c'est important de préciser ça. Il n'y a pas une règle unique qu'on peut appliquer à tous les photographes. Oui, des photographes de mariage, c'est hyper important que les robes restent blanches et pas bleutées. Donc, c'est un bon écran, ça sert, mais aussi le point, dans ce cas, le point blanc, c'est température de couleur, c'est important aussi. Donc, ça, on peut travailler un peu moins. Même Hervé, je crois qu'il conseillait 6002. Ouais, par exemple. Pas mal de questions sur les tailles d'écran et les budgets pour démarrer en écran. Ça, c'est important aussi. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais il y a le BenQ SW321C n'est pas vraiment le bon moniteur pour moi, mais je l'adore. Et il y a une surface, il y a une qualité de texture de surface mat qui n'existe nulle part ailleurs. Et j'aime tellement la surface d'écran. Donc, je garde ça pour ça. En termes de question de quelle taille on a besoin de traiter des images. Les images, moi, je conseille plutôt un 27 pouces, même pas à 4K. Sauf si vous allez faire vidéo. Et vidéo, maintenant, c'est passé à 4K, même 8K. Donc, il y a toutes les récents appareils hybrides font 8K. Et même Arri, ils ont fait 12K. Donc, ça va progresser. Et comme je disais tout à l'heure, les écrans se durent vraiment longtemps, plus longtemps que vos appareils photo. Donc, si vous investissez dans un écran, si vous comptez de faire la vidéo, je vous conseille plutôt un 4K. 27 pouces, c'est un peu petit pour les écrans, mais si vous avez deux écrans 27, ça va. Mais si vous avez que un 16 pouces portable, peut-être un 32 pouces 4K, ça serait bien. Un point qui peut être intéressant pour certains, un 27 pouces, en fait, il a une vision plus en largeur. Ça correspond plus à la vision humaine. Format. Ouais, le format, en fait, parce que c'est du 16 dixième. Et dans ce cadre-là, les 27 pouces sont souvent plus agréables, plus confortables. Par contre, si vous faites de la vidéo ou si vous avez besoin d'afficher beaucoup de choses ou de pouvoir comparer deux images côte à côte, là, 32 pouces, c'est assez génial pour ça. Un des critères importants, c'est donc la résolution. On l'a vu, chez BenQ, il y a deux écrans 4K et puis, bien entendu, il y a le budget. Si votre contrainte principale, c'est le budget et que, par exemple, vous voulez acheter un écran, vous avez un budget limité, qui va venir compléter un ordinateur portable, bien, le 24 pouces, et ça, c'est une offre quand même qui est intéressante, il est à 445 € TTC chez Graphic Réseau.
Je suis en train de regarder leur site. Avec une très bonne couleumétrie, c'est exactement, ça peut faire exactement la même couleur. Mais il y a deux cas, hein. Il y a deux cas quand même. C'est pas un Oui. cas. Oui, mais c'est la même couleur parce que Il a l'espace gagné le type couleumétrique, award c'est le même. du meilleur rapport qualité-prix en écran Oui. photo. Hein. C'est un vrai écran professionnel photo. Il est même livré avec la casquette, la visière anti-reflet, que vous ne trouveriez pas. C'est important de le savoir parce que on en discute beaucoup en ce moment entre professionnels. Cet écran 24 pouces, vous pouvez le trouver chez Amazon, mais pas avec la casquette. Alors qu'au même prix, même des fois un petit peu moins cher, vous allez le trouver par exemple chez Graphic Réseau avec la visière anti-reflet. Une bonne visière anti-reflet, ça vaut quand même 75 €. Hein. C'est pas. Ils sont les meilleures casquettes qui existent dans le marché, mieux que n'importe quelle autre marque. Moi, on n'a pas présenté les casquettes parce qu'on a fait ça pas assez de place. Donc, ici. Et j'utilise tout le temps. Question de budget, vous pouvez démarrer avec un écran professionnel de retouche photo et vous ferez un petit peu de vidéo avec, il n'est pas quand même 4K, hein, à 445 €. Le 2K en 27 pouces, il est à 800 €, 801,60 €, mais je pense qu'avec les 5% de remise, vous allez être en dessous de 800 €. Le 27 pouces 4K, on est un peu en dessous de 1500 €, 1490,40 €. Je vous parle ici des prix TTC. Hein. Et le 32 pouces, il n'y a pas un énorme écart en fait entre le 27 et le 32 pouces, il est à 1764 € TTC. Pour les personnes qui posaient des questions sur le budget. Et dans tous les cas, ce sont des écrans qui permettent le calibrage hardware, donc vous pourrez stocker les 3 profils comme Neil vous l'a montré. Ils sont tous livrés aussi avec une visière anti-reflet, ils sont tous équipés d'une dalle IPS mat avec un rétroéclairage professionnel qui donne une bonne homogénéité de l'écran. Ce n'est pas des gadgets. Hein. Et les couleurs restent dans la même famille. Donc, n'importe quel BenQ monitor SW, les couleurs, ils sont transportables entre les gammes. Donc, on peut avoir 2 moniteurs côte à côte et on peut garder plus ou moins les mêmes couleurs. Le plus récent, il y a même des technologies qui garantissent un vraiment bon match entre les deux. Donc, c'est vraiment quelque chose. Ils ont bien pensé de ligne. Dès le lancement de BenQ, ils avaient de très bonnes couleurs. Donc, j'ai commencé avec le SW 2700 PT, que Gavin Huy, c'est un très bon photographe qui fait des webinaires avec BenQ en Angleterre. Et il utilise encore ce moniteur. Je trouve que c'est fabuleux. Bon, il y avait une question sur est-ce qu'il y a besoin de faire plusieurs profils. Non, on vous a montré qu'en faisant 3, vous êtes plus polyvalent. Mais si vous ne faites que de la photo, vous ferez un profil et vous allez le vérifier une fois par mois. Pour information, calibrer son écran, ça prend 3 minutes, 3 clics, et donc on va le faire une fois par mois. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Tout ce qu'on vous a montré sont des choses qui étaient un peu réservées à des techniciens de haut vol il y a quelques années et qui aujourd'hui ont été fortement démocratisées. Oui, et ça permet, je ne sais pas ce que tu en penses, Neil, mais ça permet de gagner du temps, d'être efficace, parce que en photo comme en vidéo, vos clients, ils veulent que vous livriez les photos, les images dans des délais assez courts. Et vous n'avez pas forcément envie de travailler jusqu'à 3 h du matin, tous les soirs. Donc, en ayant un écran bien calibré, vous gagnez du temps et donc vous allez quand même pouvoir avoir une vie de famille à côté dans votre travail. Ce qui est bien, parce que je viens de changer entre Canon et Sony. Donc, il y a plus que 50 pages dans le menu de Sony. Donc, je lis, j'ai relu, je ne sais pas combien de fois des pages. Des moniteurs, il n'y a pas besoin même de lire un manuel comment le faire. Même la calibration, c'est tellement facile. Il y a 2 modes, il y a avancé et basique. Et si on fait de basique, essentiellement c'est d'acheter un son. Je préfère le Calibrate Display Pro. On le branche
on ouvre l'application, on fait basique, on fait un choix de, comme je crois que les choix sont photographes, donc c'est D65, et vous mettez l'illuminance 120 ou 100, comme moi je pense que 120 c'est parfait. Vous cliquez sur Avancer et il va faire la calibration, il va garder des calibrations dans l'intérieur de mon moteur et c'est fait. Il n'y a pas d'autre chose à faire. C'est optimisé jusqu'à le point que c'est tout bête. Il est 19h25. On va terminer sur la dernière question à laquelle je ne sais pas forcément répondre. Hugues nous demande, le 32 pouces 4K permet-il la mise à l'échelle, le scaling sous macOS? Il semble que oui. Oui. Oui, je viens de changer le système parce que c'est ce problème avec Adobe, avec leur profil ECC, mais ils ne sont pas bloqués sur, quel est le plus récent là? Monterey, il permet les profils ECC version 4, je ne sais pas pourquoi l'autre. Donc, je vais juste ouvrir mes préférences. Montre peut-être, pour finir, quelques belles images comme celle-ci. Non, je vais juste voir pour... Oui, donc le scaling. J'ai mis le scaling pour le texte dans le milieu. Et pour moi, c'est parfait. C'est presque la même chose que le iMac 5K. Ah, on voit pas. Oh, pardon. Donc, je mets le scaling dans le milieu. Et il marche bien. Il marche tout aussi bien sur PC, peut-être un peu mieux. PC, Mac, scaling n'est pas son truc. Mais sur un PC, ça marche extrêmement bien. Oui, ça marche bien. Tout ce qu'on vous a montré fonctionne bien sous macOS comme sous Windows. Le calibrage hardware dont on vous a parlé, c'est le fait que le profil est stocké dans l'écran, permet aussi de neutraliser toutes les problématiques de couleurs liées aux cartes graphiques. C'est peu présent sous macOS. Par contre, ça résout beaucoup de soucis sous Windows. Donc, en fait, ce qu'on vous a montré, en plus de ça, permet souvent de surmonter des choses. Je voulais juste qu'on finisse la session avec quelques belles images. Si tu veux, tu peux revenir dans l'intro. Voilà. Dernière question, non, il n'y avait pas de gros... Ok, donc ça... On a couvert pas mal de sujets. Les différentes normes, on ne va pas rentrer dans les détails. Je sais qu'il y avait des questions là-dessus. Bon, je vais vous montrer plutôt... Voilà le genre de travail que Neil réalise et forcément pour aller travailler, vous voyez la profondeur des couleurs, le détail dans les ombres et dans toutes les zones sombres. Là, un écran calibré va apporter une aide précieuse. Je compte plus sur le BenQ pour le vrai détail parce que le problème avec iMac ou tout ce qui est Apple, les écrans sont un peu trop flatteurs. Même après calibration, ils sont trop flatteurs. Donc, il ne faut pas compter parce que il n'y a pas ça dans les images. Le BenQ, il vous montre exactement ce qui est dans l'image, mais Apple, c'est un peu trop flatteur. Bon, ça c'est... toute la série, si tu veux. Okay. Voilà. Donc ça, des photos plus artistiques. Ça, c'est retouché et ça, c'est RAW. Donc, tout ce qu'il y a à faire en Photoshop, c'est que ça. On avait quelques boutons, peut-être changer les cheveux juste un peu. Mais à part ça, il n'y a rien. Tout ça, c'est contrôle de couleur en écran. Donc, ça à nouveau, donc ça, c'est RAW. Et ça, c'est retouché. Il ne le voit pas forcément. Nous, on voit le gain qu'il y a et qui est dû au travail sur un écran. Oui, parce que ça, c'est des détails tellement fins que on ne peut pas avoir ça sur un écran. Donc, c'est... Voilà. Ben, merci beaucoup pour votre attention. On vous souhaite une très bonne soirée. Faites attention à vous. Portez-vous bien. Et à bientôt pour un prochain événement. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir.